On va maintenant accueillir la première conférence, et donc j'appelle pour ça Christelle Tarot, qui est historienne, spécialiste de l'histoire des femmes, du genre et des sexualités, en contexte colonial et spécifiquement au Maghreb. Bonjour à toutes. Vous m'excuserez de genrer au féminin, mais je crois que nous sommes très majoritaires, n'est-ce pas? En conséquence de quoi, je pars du principe que le masculin ne l'emportant pas toujours sur le féminin, quand nous sommes majoritaires, je féminise. Alors, je viens ici, je le précise, moins en spécialiste d'histoire du Maghreb et des femmes, du genre et des sexualités, que parce que j'ai dirigé un livre qui est sorti il y a 2 ans maintenant et qui s'appelle « Féminicide, une histoire mondiale » et que c'est de cela que je vais parler maintenant parce que je crois tout à fait nécessaire de commencer par le pire, ce qui nous donnera une petite marge de manœuvre ensuite pour avancer vers le meilleur. Alors, en préambule et avant cela, je voulais évidemment remercier la mairesse de Strasbourg. Là aussi, je féminise, pardonnez-moi. Je suis les consignes de Eliane Viennot de manière extrêmement précise. Donc, merci beaucoup de nous accueillir dans cette belle ville de Strasbourg. Et puis, je voudrais aussi remercier par avance toute l'équipe d'organisation des Assises européennes parce que, vous savez, c'est un boulot de dingue. Donc, si on pouvait les applaudir encore une fois. Alors, je vois que nous avons déjà pris beaucoup de retard, donc je vais essayer de ne pas aggraver le problème, évidemment. Et je pense que c'est vraiment important, pour commencer, de partir des mots pour entrer dans le système d'écrasement des femmes, que je vais ensuite expliciter au travers du concept de continuum féminicidaire. C'est important, en fait, dans l'histoire du féminisme et dans l'histoire des luttes, d'expliciter les généalogies scientifiques et politiques des mots qu'on emploie. La mémoire est courte, y compris chez les féministes, ce qui est souvent bien dommage. Le premier mot qui est né pour rendre compte de l'extrême pérennité de ce système d'écrasement dont je vais parler ensuite, c'est le fémicide. Le fémicide est né dans un contexte très particulier qui est celui du tribunal international, du premier tribunal international des crimes contre les femmes. Ce tribunal s'est réuni dans une grande ville d'Europe, Bruxelles, en 1976. Il s'agissait d'un tribunal féministe, non mixte, où se sont retrouvées 2000 femmes de 40 pays pour discuter en fait de la très grave condition des femmes de l'époque. Mais on pourrait dire ça à toutes les époques, en réalité. Parmi ces 2000 féministes, il y avait une sociologue née en Afrique du Sud, mais qui vivait aux États-Unis, qui s'appelle Diana Russell, et qui, pour la première fois, met en place, explique ce qu'est le fémicide. Le fait pour un homme de tuer une femme parce qu'elle est une femme, et pour articuler cela, elle va préciser que le fémicide est un crime de haine, évidemment, un crime de haine contre les femmes, et que c'est un crime misogyne. C'est très important, en fait, parce que dans l'esprit de Diana Russell et des femmes qui posent le concept, le fémicide a un lien direct avec l'homicide. On pourrait dire que c'est la forme féminisée de l'homicide, et donc elle pose la première base de notre réflexion, qui est le fait que le fémicide est un crime sexo-spécifique, associé bien évidemment à la haine des femmes, qui est très puissante et très pérenne. Le deuxième outil fondamental pour comprendre ce système d'écrasement, c'est le féminicide. Le féminicide, c'est le terme que nous employons aujourd'hui usuellement, dans un sens qui n'est pas celui qui est le sien à l'origine. Pour comprendre ce qu'est le féminicide, il faut se transporter dans un autre continent que le continent européen et dans une époque encore plus récente,
puisqu'on va se retrouver sur la partie nord du continent américain et au début des années 90. Si on place plus précisément le curseur, on comprend que ce concept est né dans un contexte très particulier qui est celui du Mexique des années 90 et plus particulièrement dans la ville de Ciudad Juárez, la ville qui est tristement célèbre aujourd'hui comme la ville où on tue les femmes. Je précise que malheureusement pour les Mexicains et les Mexicaines, la ville où on tue les femmes se retrouve tout le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, qui est une frontière extrêmement longue puisqu'elle fait plus de 3000 kilomètres. C'est dans cet espace spécifique que naît le concept de féminicide que l'on doit à une très grande anthropologue mexicaine, qui est aussi une très grande femme politique, puisque, avec d'autres, elle a fait entrer le féminicide dans la loi. Je précise que le féminicide n'est pas dans la loi en France encore, et il faudrait absolument qu'il y soit, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc cette grande femme politique s'appelle Marcela Lagarde y de los Ríos. Et évidemment, au Mexique, les Mexicaines sont aussi confrontées au fémicide. Dans un jour moyen du Mexique d'aujourd'hui, 10 femmes sont exécutées du simple fait qu'elles sont des femmes par jour. Et nous savons que toutes les statistiques que nous produisons sont minorées parce que beaucoup de choses ne sont pas prises en compte, même chez nous, par exemple le suicide forcé. Il y a 2 fois plus de suicides forcés en France que de féminicides directs, par exemple. Donc ces statistiques ne valent pas grand-chose pour saisir en fait l'ampleur du problème. Mais au-delà du fémicide, Marcela Lagarde y de los Ríos dit qu'il se passe quelque chose d'autre au Mexique aujourd'hui, quelque chose d'exceptionnel. Moi, je ne crois pas que c'est exceptionnel, je vais vous expliquer pourquoi après. Et pour qualifier cette exceptionnalité, elle crée un autre outil très utile pour nous aujourd'hui, qui est l'outil de féminicide. Et elle le définit très strictement. Qu'est-ce que c'est pour Marcela Lagarde y de los Ríos et les féministes mexicaines de l'époque un féminicide? Nous sommes au début des années 90. C'est un crime collectif. Le crime n'est possible que parce que la société dans son ensemble et l'État, au travers de ses institutions, en particulier répressives, la police et la justice, dont on comprend qu'elles exercent surtout une fonction répressive contre les victimes et au service des agresseurs. Donc l'État et ses institutions permettent le crime, l'autorisent, en particulier par des régimes d'impunité de très haute intensité. L'État autorise, l'État permet par action ou par inaction. Et donc la deuxième caractéristique du féminicide pour Marcela Lagarde de los Ríos, c'est que le féminicide est un crime d'État et que nous sommes en droit de demander à notre État de répondre de ce crime. Elle ajoute que le féminicide est un crime de masse. Au Mexique, des dizaines, des centaines et des milliers de femmes sont féminicidées depuis les années 90, disparues pour la plupart, retrouvées dans des conditions extrêmement tragiques. Et ça amène à la 4e caractéristique du féminicide, et peut-être la plus provocatrice à l'époque, la plus intéressante pour moi en tant que chercheuse et en tant que féministe. Le féminicide, pour les femmes mexicaines, c'est un crime à tendance génocidaire. Parce que, disent-elles, ça représente une attaque identitaire massive, non contre un corps physique seulement, mais contre les femmes en tant que peuple et contre la féminité en tant qu'identité. Comment est-ce que Marcela Lagarde de los Ríos, elle va articuler cette 4e caractéristique? Comment est-ce qu'elle peut à coup sûr nous dire que le féminicide, ce n'est pas du tout le synonyme d'homicide, mais c'est bien le synonyme d'une politique visant à détruire les femmes en tant que peuple et les femmes en tant qu'identité féminine. Elle va utiliser 2 autres outils, l'outil de nécropolitique. Elle dit au Mexique,
l'État utilise des politiques de la mort. Ces politiques de la mort, elles sont activées directement parce que l'État, comme je l'ai dit, est un acteur du processus féminicidaire, en ne protégeant pas d'abord les femmes, bien sûr, et en répliquant les inégalités de genre dans tous les domaines de la vie, mais aussi indirectement à travers ces collusions évidentes avec des structures qui lui sont propres, qui sont bien sûr licites, des groupes hyper agressifs qui sont licites, comme la police par exemple, mais aussi parce que c'est une zone où les États-Unis font une guerre contre la drogue. Donc il y a les agences gouvernementales états-uniennes, comme par exemple la CIA, et puis bien sûr les masculinités extrêmement agressives, illicites, que sont les cartels de la drogue. Le tout reposant sur un mandat masculin, un autre concept qui est développé par une grande anthropologue argentine, Rita Laura Segato, c'est-à-dire le mandat masculin, une dynamique complexe, structurante de la masculinité qui repose en fait sur de la coercition, c'est-à-dire de la domestication des hommes à être ce qu'on attend qu'ils soient, mais aussi sur un privilège masculin exorbitant. Un privilège masculin qui repose sur l'accaparement de tous les pouvoirs et sur une dynamique de contrôle, de surveillance et de punition des femmes que l'on voit par exemple en Afghanistan ou en Iran. Elle utilise aussi une autre chose qui est très importante, qui est la notion de surmeurtre. Le surmeurtre, ça veut dire que chaque femme qui est féminicidée sur la zone frontalière avec le Mexique et les États-Unis connaît une mort avec différents modes opératoires, en particulier la strangulation. Au passage, la strangulation, c'est un très 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 mauvais signe. Si jamais une femme subit, y compris ici, dans un contexte intime, une strangulation, la première chose à faire, c'est de partir au plus vite. Parce que toutes les études montrent le lien direct entre la strangulation et la létalité, évidemment, de la mort quasi immédiate dans certains cas. Donc différents modes opératoires utilisés ensemble, par exemple strangulation et arme blanche, strangulation et arme à feu, etc. Mais surtout, le surmeurtre, c'est faire subir au corps un traitement, et j'emploie vraiment le terme de traitement parce qu'il y a une forme de déshumanisation totale en fait dans ce qui est en train de se passer, un traitement qui n'est pas nécessaire à l'action de tuer. On n'a pas besoin de faire tout ce qu'on fait aux femmes dans le cadre du féminicide pour les tuer. Qu'est-ce qu'on leur fait? Et je précise que ce qu'on leur fait, on leur fait bien sûr parfois après la mort. On comprend donc bien qu'il n'y a aucune utilité à le faire pour les tuer, puisqu'elles sont déjà mortes, mais aussi, malheureusement pour elles, parfois ante-mortem, ce qui relève d'actes de torture et de barbarie. Qu'est-ce qu'on leur fait subir? Des violences sexuelles et des viols, quasi systématiquement. Des mutilations de l'appareil sexuel et reproductif. On n'a pas besoin d'extraire l'utérus d'une femme pour la tuer. On n'a pas besoin de lui couper les seins pour la tuer. Si on fait ça, c'est qu'on dit quelque chose d'autre, qu'on fait quelque chose d'autre. On démembre partiellement ou totalement leur corps et on profane leur corps par le feu et l'acide jusqu'à la disparition parfois totale, ce qui est l'éradication et la silenciation définitive, bien sûr, puisque le corps même n'existe plus, en fait. Si on fait cela, comme je le disais, c'est qu'on fait autre chose que tuer, c'est qu'on envoie un message au travers de corps territoires. Les femmes deviennent des corps territoires. Les femmes ne sont pas des individus à part entière, elles sont des véhicules par lequel le message entre les hommes est transmis, ce qui permet par exemple au Mexique de baliser des espaces, d'incarner le régime de terreur, de structurer l'apartheid de genre. Ce que le féminicide exemplifie avec force, on le voit dans sa forme la plus extrême, c'est la violence systémique contre les femmes, car le féminicide n'est pas une anomalie, On le retrouve à toutes les époques. Et en réalité, nous le retrouvons dès le néolithique, c'est-à-dire avant même que nous fassions société, au moment où nous faisons espèce.
On le retrouve à toutes les époques. Et d'ailleurs, le concept de Marcella Lagarde permet par exemple de relire de manière bien différente les grandes chasses aux sorcières qui ont ensanglanté le continent européen de la fin du XVIe siècle à la fin du XVIIe siècle. Parce que, si on reprend la définition originelle, qu'est-ce que sont les chasses aux sorcières en Europe? Ce sont des crimes collectifs, des crimes de masse, des crimes d'État et des crimes à tendance génocidaire. Donc, on peut utiliser cet appareillage conceptuel pour relire notre passé, pour écrire une autre histoire de ce que nous avons subi. Et ça, je pense que ça va considérablement modifier la perspective historique européenne dans les années à venir, car nous travaillons beaucoup, nous, historiennes, là-dessus, en particulier à partir des travaux fondateurs de Silvia Federici et du livre formidable que je vous invite toutes à lire, Caliban et la sorcière, Caliban and the Witch, qui est vraiment un livre tout à fait essentiel pour comprendre ou prolonger la réflexion sur ce que je viens de dire. On retrouve des féminicides à toutes les époques, on en retrouve dans toutes les classes d'âge, dans tous les milieux socio-économiques. Il serait aisé de penser que certains hommes sont plus responsables que d'autres. Il serait aisé de culturaliser, par exemple, le féminicide. Il serait aisé d'en faire un crime lié à la pauvreté. Malheureusement, les statistiques contredisent largement cela, car tous les hommes, dans toutes les catégories, peuvent devenir des féminicidaires. On en retrouve dans tous les milieux socio-économiques. Nous le savons parce que des femmes très connues, de milieux très aisés, sont touchées par cela. Pensons à Marie Trintignant en 2003, pensons à Cécile Poisson en 2023, 20 ans plus tard, rebelote, ça continue. Et évidemment, ça touche toutes les classes, tous les groupes ethnico-raciaux, toutes les confessions religieuses et aussi tous les territoires, ruraux comme urbains, quartiers riches comme quartiers défavorisés. À l'échelle planétaire, c'est une terrible pandémie. À notre échelle, à nous, en France, c'est un désastre individuel et collectif. C'est une chose qui nous abîme en tant que femmes, en tant qu'hommes, en tant qu'enfants, en tant qu'êtres humains. Pour saisir l'ampleur de ce désastre, il convient de comprendre que le fémicide et le féminicide, ensemble, ne sont que la partie immergée d'un système d'écrasement des femmes très ancien. Je le disais, ce système d'écrasement, nous pouvons maintenant le documenter jusqu'au néolithique, c'est-à-dire jusqu'à 10 000 ans avant notre ère, c'est-à-dire au moment où Sapiens Sapiens se rend maître, dans tous les sens du terme, de l'homme Sapiens Sapiens, se rend maître de la femme Sapiens Sapiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les violences faites aux femmes sont peut-être, sont sans doute, sont certainement la matrice élémentaire, au sens de originelle, de la violence. Ça veut dire que toutes les violences, toutes les discriminations découlent de cette matrice élémentaire. Et ça veut dire que, évidemment, ceci repose sur l'accaparement par les hommes de tous les pouvoirs élémentaires, le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir spirituel, le pouvoir artistique. Mais ça veut dire aussi accaparer le pouvoir sur la vie. Ça veut dire transformer le ventre des femmes en des espaces colonisés. Ça veut dire que la femme est la première colonie de l'humanité. Ça veut dire que le modèle de colonisation, c'est nous. Et ça veut dire qu'à partir de nous, l'homme n'a pas cessé de ravager d'autres territoires, de plus en plus importants, de plus en plus grands, jusqu'à ruiner totalement cette planète qui brûle, et nous avec. Ce système d'écrasement, le patriarcat, qui conduit au féminicide, intime ou non,
on a compris que le féminicide ne peut pas être réduit à un crime de l'intimité. Le féminicide est partout en réalité. Et le féminicide, pour moi, je veux le dire clairement, ce n'est ni un meurtre ni un assassinat, c'est une exécution. C'est une exécution d'une femme par un homme qui est tout à la fois son juge et son bourreau. Cette exécution, elle est permise par un flux permanent de violence que les femmes connaissent de la naissance à la mort. C'est ce que j'appelle le continuum féminicidaire. De la naissance à la mort, et parfois même avant la naissance. Je voudrais m'arrêter ici pour prendre un exemple qui me semble encore plus scandaleux que celui que Mélanie Vogel a évoqué tout à l'heure avec les médecins, en m'arrêtant à un moment sur le continent asiatique. Simone de Beauvoir, quand elle écrit en 1961 l'article pour Djamila Boubacha, en pleine guerre d'Algérie, Djamila Boubacha, qui est victime de viol comme arme de guerre, dit « Le plus scandaleux avec le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Ne nous habituons pas au scandale que constitue le continuum féminicidaire. » Qu'est-ce que j'entends par un scandale absolu et définitif qui existe dans le silence assourdissant de notre monde commun? En Asie, depuis la fin des années 70, 200 millions de femmes sont manquantes. 200 millions de femmes. Pourquoi? Parce que les monstres démographiques que sont l'Inde et la Chine ont mis en place étatiquement des politiques pour l'Inde d'avortement sexospécifique forcé, pour la Chine une politique de l'enfant unique qui se traduit jusqu'à une date récente par des infanticides de petites filles, parfois de bébés, femmes. Et tout cela conduit au fait que, prenons l'Inde, à l'horizon 2030 c'est demain, vous êtes d'accord avec moi, pour chaque 1000 hommes nés, il n'y aura que 800 filles. 800 filles, un trou démographique de 200 filles par 1000 hommes. Est-ce que ça va privilégier les femmes? Certainement pas. Ce qu'on voit, c'est que la rareté ne les privilégie jamais, mais qu'elle accroît encore leur violence. Les mariages précoces, les mariages forcés, la polyandrie forcée, toutes ces choses, évidemment, la prostitution forcée, la traite des êtres humains, en particulier des minorités qui subissent d'autres types de violences, comme par exemple les femmes birmanes musulmanes expulsées et qui se retrouvent dans ce marché forcé, matrimonial et de la traite prostitutionnelle. Donc tout ça, évidemment, montre que la situation des femmes ne s'améliore pas du tout lorsqu'elles deviennent, pour reprendre les mots du patriarcat, disons, des produits de consommation. Dans le flux permanent de violence que constitue le continuum féminicidaire, tous les domaines de la vie sont impactés. On retrouve évidemment les choses les plus évidentes dont je viens de parler, évidemment des expériences communes à toutes les femmes, par exemple le harcèlement de rue, les agressions sexuelles, les viols, tout ça, les féminicides, tout ça, on le voit, n'est-ce pas? Mais le continuum féminicidaire, c'est tout à fait autre chose, c'est bien plus large. C'est un outil qui permet de comprendre le caractère polymorphe de ces violences. Les violences économiques, par exemple. Vous savez que dans ce pays, depuis le 7 novembre, les femmes travaillent gratuitement du fait des inégalités de salaire renouvelées. Les violences administratives pour les femmes, évidemment, sans papier, pour les femmes qui sont dans la rue. De plus en plus de femmes vivent dans la rue et nous savons que c'est une situation terrible parce qu'en plus de la précarité, elles subissent la violence, y compris la violence ou les violences sexuelles. Mais aussi, je voudrais parler de choses qui peuvent paraître plus anecdotiques. On nous dit d'ailleurs souvent c'est périphérique, c'est anecdotique, c'est pas important. Les violences historiques, le fait que pendant des décennies, nous les femmes, nous n'avons pas existé dans l'histoire de notre pays, n'est-ce pas? Pourtant, nous savons que nous l'avons fait ce pays aussi, et que toutes les femmes font les pays avec les hommes.
que c'est un destin commun. Moi, quand j'étais à l'école, les seules femmes dont on me parlait, c'était Jeanne d'Arc, morte sur un bûcher, Marie-Antoinette, guillotinée, et Louise Michel, déportée en Nouvelle-Calédonie pendant un temps extrêmement important. 7 ans de sa vie, plus les prisons où elle a passé un certain nombre d'années. Alors je me disais, ok, donc quand tu es une femme et que tu veux faire des trucs, qu'est-ce qui t'arrive? Genre, tu veux libérer la France, pof, tu finis sur le bûcher. Bon, t'es une reine de France, on te guillotine, etc. Vous avez compris le concept, quoi. Donc il y a urgence, en fait, parce que l'exemplarité, pouvoir s'identifier à des modèles positifs, comprendre qu'on fait partie d'un mouvement, dans une communauté, dans une famille, dans une communauté, dans un pays, c'est évidemment essentiel. Donc il faut réécrire notre histoire nationale, et pas seulement en y mettant des femmes, mais en chassant la culture de la violence. Parce que moi, j'ai appris l'histoire, en tant qu'historienne, à partir de l'histoire bataille, à partir de l'histoire des grands hommes. Mais on sait bien que l'histoire, c'est pas seulement les batailles et les hommes qui évidemment la construisent. Les violences linguistiques, parler dans une langue de la domination. On parle dans une langue de la domination. Les inventions, l'effet Mathilda, les tonnes de trucs qu'on a découverts et qu'on nous a piqués. Parce que c'était pas possible qu'une nana invente un truc comme ça. Genre l'ADN, par exemple, un truc qui ne nous sert pas du tout aujourd'hui dans le problème des féminicides, par exemple. Penser les violences dans ce flux, c'est se dire qu'il n'y a pas de violence excusable et inexcusable, qu'il n'y a pas de micro ou de macro-violence, mais un système total d'écrasement avec des parties très visibles et d'autres qui le sont moins, avec des actes qu'on tolère, parce qu'on ne peut pas être en guerre perpétuelle, parce qu'on ne peut pas faire la guerre de manière permanente, du matin au soir et du soir au matin, parce que c'est usant, parce qu'on est fatigué, parce qu'on fait la double, la triple, la quadruple journée, parce que la charge mentale, c'est pour nous. Et donc, on ne peut pas être en guerre permanente. Donc, les violences qu'on tolère et celles qu'on juge intolérables. Mais il n'y a pas de violence intolérable s'il n'y a pas de violence tolérable. Il faut détruire, évidemment, pour sortir de ce système d'écrasement. Et ça, je crois que ça va être un peu difficile. Bon, je vous le dis quand même si je crois que je ne le verrai jamais, et peut-être il faudra attendre encore un petit peu de temps pour le voir, mais quand même on va le poser aujourd'hui. Pour sortir de ce système d'écrasement des femmes, il faut détruire le système patriarcal. Avec la destruction du système patriarcal, il faut détruire la culture de la violence, de l'inceste et du viol. Ça veut dire détruire aussi la masculinité hégémonique. Les hommes ont le droit d'être des hommes différents. Ils en ont le droit et même ils en ont le devoir. En un mot et pour conclure, il faut changer radicalement de paradigme et pour reprendre les mots de ma très chère et très aimée Rita Laura Segato, faire sortir l'humanité enfin de sa préhistoire patriarcale. Merci beaucoup.